On a le plaisir de recevoir David Princet, donc président de Binance France. Et vous vous connaissez tous les deux Ah oui, on se connaît. On s'est déjà croisés. Le monde est petit, on s'est déjà croisés ce matin, on fait que de venir et d'en revenir. Hein. Ouais. En tout cas, un grand merci David de nous rejoindre. Je sais que la journée est fatigante. Je sais que le stand de Binance a été un succès fou à Vivatech. Les conférences aussi, hein, on a beaucoup vu ça sur les réseaux. C'était intéressant parce qu'on a amorcé le débat justement du Web3 et en quoi les NFT allait être une pierre angulaire de ce Web3. Et John nous a vraiment très bien défini, je trouve, le Web3 et en quoi c'est de la différence du Web2. Et on va parler de la deuxième pierre angulaire, justement, les crypto-monnaies. On a une communauté qui sait un petit peu de quoi on parle. Moi, je t'ai entendu en interview récemment dire, et on a presque l'impression qu'il y a un changement de mission chez Binance en ce moment, c'est que vous êtes passé d'une place de marché et que vous sentez que vous avez une nouvelle mission aujourd'hui. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Alors, l'éducation, moi, ça a toujours été une valeur qui était assez importante. Je viens d'une famille de 4 générations de profs. Pour nous, l'éducation, c'est le plus important parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on est à 8% de taux d'adoption de la blockchain dans le monde. Si on veut passer à 20, 30, 40 et créer un taux d'adoption, alors 0 à 8%, c'est des early adopters. C'est des aventuriers. Hein. C'est des mecs qui adorent prendre des risques, qui, quand c'est nouveau, c'est cool et qui y vont à fond. Si on veut arriver à 20-30%, on va arriver sur des profils plus classiques, qui ont besoin de plus de garanties, etc. Et en même temps, bon, moi, je passe mes heures sur la plateforme. Et je vois que j'en ai une utilisation assez différente que des personnes qui, forcément, connaissent moins les mécanismes, connaissent moins l'ensemble des produits. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que plus on connaît les produits de la plateforme, plus notre gestion, elle est carrée, elle est serrée. On a des bases, on a des fondamentaux. Et en plus, même, de notre côté, plus on connaît la plateforme, plus il y a de la rétention. Donc, c'est gagnant-gagnant. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, je suis venu d'un constat simple, et avec toutes les équipes, c'est quelle est la meilleure école pour apprendre la blockchain? À l'heure actuelle, il n'y en a pas. Il n'y a pas de master blockchain cohérent. Il n'y a pas ce genre de choses. Mais nous, Binance, on a les meilleurs savoirs pour l'expliquer. Donc, faire des parcours diplômants comme on l'avait fait il y a 1 an et demi et qu'on va refaire cet été, spoiler, on ne l'a pas encore annoncé, mais on le prépare très fort. Faire tous ces éléments-là pour permettre aux gens de voir comment la plateforme fonctionne, il y a un sens. Ce qui veut dire qu'il y a aussi un sens inverse où elle fonctionne moins bien. Ouais. Donc voilà. Ouais. On en vient à la situation d'aujourd'hui. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut le dire, les crypto-monnaies sont malmenées. C'est pas la première fois de l'histoire des crypto-monnaies qu'on connaît cette situation. On voit qu'il y a pas mal de remous. Crypto Crash est en trending topic depuis plusieurs jours. On assiste aussi à des licenciements dans le secteur et pourtant, chez Binance, et notamment Changpeng Zhao, a annoncé 2000 recrutements, 500 recrutements en France. Qu'est-ce qui vous rend aussi optimiste? On est optimiste sur le long terme et on est optimiste parce que est-ce que c'est un crash? Non. Est-ce que c'est un nettoyage? Oui. On a vécu 2 années où les cryptos sont montés à un niveau incroyable et on reste encore à un niveau haut. Par rapport au cycle dernier. Donc pour moi, ce n'est pas une défaite ce qui vient de se passer. Maintenant, on a eu chez Binance une gestion très raisonnée lors de ce bull, où on était très conscient de ce qu'on devait faire. Et nous, lors d'une période d'activité comme ça, notre priorité, c'est la stabilité de la plateforme. C'est de pouvoir c'est de pouvoir assurer que tous les trades passent à la seconde, etc. C'était pas de payer énormément d'argent pour sponsoriser des stades ou des choses comme ça. Ce qui fait que on a beaucoup plus de cash flow que les autres. On a énormément embauché et surtout en AML et en compliance, mais aussi dans les équipes locales. Mais on a encore énormément, vu qu'on a été très raisonnable sur notre cash flow, on a de quoi tenir de façon très saine et de pouvoir continuer à grandir. Donc en fait, c'est pas vraiment, on est optimiste, mais aussi on est optimiste et on sait que si tu veux être leader des 8% d'adoption, ça garantit pas du tout d'être leader des 30% d'adoption ou à 50% d'adoption. On a encore 10 fois plus de travail à faire, il faut rester humble. Et on n'y arrivera pas tout seul. On peut le dire aujourd'hui, là vous venez de passer une étape qui est très importante, en tout cas en France, puisque vous avez obtenu l'enregistrement prestataire de services sur actifs numériques qui est accordé par l'autorité des marchés financiers français, sous ces acronymes un petit peu compliqués. En quoi c'est quelque chose d'hyper important pour Binance, mais
pour l'ensemble des cryptos et peut-être spécifiquement pour la France? On a reçu l'enregistrement de l'autorité des marchés financiers en tant que PSAN. C'est très important que ce soit en France, que ça se soit fait en premier. Ça montre le côté avant-gardiste de la France. Ça montre aussi le sérieux de l'AMF et leur volonté d'appliquer le PSAN dans un jeu sain. Et ça ouvre une porte. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'écosystème Web3 est en construction en France et plus en France que dans d'autres régions. Mais ça veut dire que ça va être beaucoup plus contrôlé. Est-ce que c'est pas un peu antinomique? Alors là, je caricature un petit peu les cryptos et les NFT, le côté libertaire décentralisé, là, d'avoir l'État et des hauts comités qui vont contrôler ça. Est-ce que c'est une nouvelle étape? Est-ce que c'était indispensable, cette régulation? Quand j'ai observé le PSAN, j'ai bien regardé qu'est-ce que ça faisait, qu'est-ce que ça nous amenait à faire, etc. Et la conclusion, elle est simple. Le PSAN est là pour vérifier qu'on ne fait pas de blanchiment d'argent, qu'on n'incite pas ça, qu'on n'incite pas du financement contre le terrorisme. En tant que chef d'entreprise en tant que chef d'entreprise qui est pénalement responsable, qu'on soit bien clair, du terrorisme, j'ai pas envie de le faciliter. Et du blanchiment d'argent, je pourrais aller en prison pour ça. Et on a une responsabilité en tant qu'entreprise. Il n'y a pas de restriction de liberté à avoir un système régulé qui protège les clients. Tant qu'on a aussi un univers décentralisé qui existe et un univers centralisé qui protège, moi, j'ai absolument aucun souci et aucune rupture de compatibilité. C'est un monde qui s'est pas mal construit, on va dire culturellement, en opposition. On va pas dire le mot boomer, parce que c'est déjà boomer de dire boomer, mais un côté, le vieux monde de la bourse, les chemises rayées des années 90, Wall Street, etc., en les ringardisant. On a eu des opérations Robin des Bois pour franciser les choses. Vraiment, les traders à l'ancienne dont on se moque un peu. Mais quelque part, et la question est un peu provoque, les crypto-bros, avec leur langage très cryptique et leur côté club très fermé, ne sont-ils pas en train de devenir finalement, avec de temps en temps une touche de mépris pour le grand public qui va se faire égorger parce qu'il n'y comprend rien? On l'a beaucoup vu ces derniers temps, on a dit les derniers entrants dans le marché des cryptos ou dans les NFT se sont fait égorger financièrement juste parce qu'ils y connaissent rien. Ce côté club privé, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut casser justement? Tu parlais de la démocratisation des cryptos, on parle de peut-être revenir les lettres de noblesse de la NFT et mieux faire comprendre au grand public, casser un peu ce côté club fermé, quoi. Je pense que ce côté club fermé, c'est une perception. En effet, il y a une idéologie née avec le Bitcoin qui se veut justement complètement décentralisée, en rupture avec les institutions. À la fois, donc il y a une vraie logique, et c'est intéressant dans les cryptos, c'est que tu as cette logique d'autonomie, tu as cette logique quand même de prise d'indépendance, d'autorité, on va dire, d'être vraiment propriétaire de tes assets. Le fond du fond, il est là. Tout le monde a conscience que c'est une tendance de fond et que pour que ça marche, dès le début, la vision du Bitcoin, c'était ça sera la monnaie numérique de demain. Si on dit que c'est la monnaie numérique de demain, ça veut dire que c'est une adoption par le plus grand nombre. Ouais. Donc ça veut dire que, en effet, et comme tout mouvement, comme toute technologie, c'était pareil pour Internet, c'est pareil pour tout nouveau cercle, comme tout nouveau quartier, même j'ai envie de te dire. Quand tu as des nouveaux quartiers artistiques comme Berlin qui émergent, au début, tu as les gens qui y vont et disent c'est cool, c'est underground, toujours et puis après, ça se gentrifie. Donc en effet, à un moment donné, tu as toujours la popularisation d'un domaine, fait que tu as des newcomers qui viennent et que tu as un esprit initial qui va se diluer un petit peu. Mais ça, si tu veux, c'est indispensable. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, tu avances. En fait, l'histoire marche par accordéon. Tu vas jamais revenir dans la situation du monde bancaire tel qu'il était justement en 2008. Non, c'est impossible. Et donc, forcément, tu avances par petits pas, tu avances en allant d'un extrême à l'autre, mais malgré tout, finalement, tu avances vers cet univers finalement où les gens sont un peu plus propriétaires de leurs assets. C'est ça qui est important. Moi, ce que j'en vois qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se font une fierté d'être dans la blockchain et de rejeter un autre monde. Est-ce que c'est une bonne attitude? Je pense pas. C'est du grid de l'autre côté, quoi. Nous, on a été créé pour être inclusif, pas exclusif. Donc un groupe exclusif dans de l'inclusivité, ça a absolument aucun sens pour moi. Néanmoins, c'est de l'enthousiasme et on peut pas leur en vouloir. Mais voilà, c'est assez intéressant de savoir que dans les hommes, il y a de l'hommerie. Là où il y a des hommes, il y a de l'hommerie. Et donc forcément, les gens qui viennent et qui ont fait le move réussi, sans limite, sans part de prestige,
Mais au final, dans des moments où la crypto revient à un niveau raisonnable, ça permet de tempérer tous ces éléments-là. On va moins entendre ce bruit dans l'année à venir, et on va plus justement entendre un bruit de pelle et de pioche, de builder, qui justement travaillent. Pour moi, on a maintenant à recréer toute une surcouche technologique pour un prochain run. On est arrivé à épuisement de tout ce qu'on était capable de faire technologiquement. Maintenant, il faut, avec tout ce qu'on a développé ces 2 dernières années, capitaliser et créer l'étape d'après, justement en construisant. Il y avait une question qui était juste là, qui était comme justement pour Binance, une plateforme comme Binance qui centralise un petit peu tout en ce moment. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec la notion de base du coup des cryptos, de décentralisation, etc., de pouvoir l'utiliser un petit peu partout? C'est très intéressant comme question. Après, ce que j'aime bien, c'est que c'est très final. C'est comme si genre la crypto, il y avait que Binance et il y aurait que Binance et il y a que tout ça et puis c'est tout. Et puis que par exemple le Bitcoin, ça va remplacer le dollar. Genre le dollar n'existe plus. C'est fini, c'est terminé. Après, tu connais Internet. Voilà. Non mais justement, on va nuancer le débat. Moi, je suis là pour proposer des alternatives. Déjà de 1. Donc le Bitcoin est une alternative au fiat. Il n'est pas là pour le remplacer, il est là pour proposer une alternative. Pourquoi il a de la valeur? Parce qu'il est unique dans ce fait qu'il est une unique alternative. Binance, et comme tout dans la vie, quand vous avez besoin d'onboarder, vous avez besoin de centraliser l'onboarding, de le sécuriser, etc. Deuxièmement, le principe n'est pas que de décentraliser, le principe est de rendre des choses très accessibles qui n'étaient pas accessibles avant. Il faut se dire une chose, il y a 60% de la population mondiale qui n'a pas de compte en banque. Un wallet, c'est en gros un espace de stockage de valeur qui peut permettre de transférer de la valeur de pays en pays de façon vachement plus simple, tout en contrôlant, etc. Dans un univers décentralisé, si on veut, parce que avoir un compte Binance ne vous empêche absolument pas d'avoir un wallet à côté. Et d'ailleurs, c'est ce que je conseille à tout le monde. À partir de ce moment-là, on comprend qu'en fait, on est juste un outil dans cet écosystème Web3. On est un outil qui permet l'accès. Et puis après, vous décentralisez et vous vivez votre vie. Oui, et je pense que, comme tu le dis assez bien, on est toujours un peu absolutiste dans les commentaires sur le web. Et tu vois, moi, par exemple, quand des gens me demandent des conseils, je pense qu'il y a une confusion qui a créé certains drames avec les cryptos, c'est de confondre épargne et investir. Ce n'est pas excluant. Et il y a eu une confusion peut-être parce qu'on a présenté les cryptos à une époque comme une valeur refuge. On le voit aujourd'hui que c'est pas exactement la définition d'une crypto, c'est un actif. Si tu veux, le problème, c'est que quand tu parles à des gens qui ont plus de 3 ans d'expérience dans les cryptos, les gens qui ont investi dans le Bitcoin il y a 3 ans sont même bénéficiaires maintenant, et pour eux, c'est une valeur refuge. Oui. Les gens qui viennent de rentrer, c'est un investissement. Jusqu'à ce que tu aies eu la chance d'avoir fait x3, x4, x5. Et à partir de ce moment-là, oui, tu es dans le secteur de la valeur refuge. C'est comme l'investissement immobilier en soi. Pour certains, c'est une valeur refuge quand ils ont un gros tas d'immobilier qu'ils ont fait prospérer. Et pour d'autres, quand c'est le premier, c'est un investissement. Donc en fait, c'est plus, et c'est ça que j'aime bien dans cet écosystème et qui m'a fait le rejoindre et me dire que ça marche, c'est qu'en fait, quand on amène des gens dans les cryptos, on leur fait se poser les questions du « mais comment tu investis, comment tu finances, comment tu gères ton économie ?» Tu sais que 90% des questions dans la crypto sont des questions d'économie de façon générale. Je pense que c'est intéressant de donner un message positif, en effet, à toutes ces personnes qui sont peut-être rentrées dans les cryptos, justement pour le côté investissement, en début d'année ou en fin d'année dernière, et voilà, qui sont arrivés peut-être un peu au moment où ça allait un peu chuter. En fait, moi j'ai énormément, tous ceux qui aujourd'hui justement ont fait des x4, x5, x6, sont des personnes, il y en a beaucoup, qui ont perdu justement beaucoup d'argent en 2017-2018. En fait, c'est simplement que, en effet, et maintenant ils en parlent en rigolant, en disant oui, je me souviens, c'est bon, ils ont, certains et beaucoup ont malheureusement appris ça en effet avec un petit peu de douleur, et il faudrait éviter que ça se passe comme ça, mais ça fait partie du jeu. On leur rappelle, tant que vous vendez pas, vous n'avez pas perdu. Hein. Non, et donc, c'est vrai que tous les gens qui sont dedans, enfin, on est long-termiste. Ben voilà. On est long-termiste, et c'est ça notre vision. En fait, dis-moi si je me trompe. Enfin, dites-moi si je me trompe, mais c'est vrai que moi j'ai l'impression que les mouvements de panique
sont souvent créés par des gens qui sont à un niveau d'investissement où on l'est pas nous et qui investissent à crédit. Et c'est la notion de crédit, notamment quand tu assortis, on va dire, du crédit avec des actifs qui peuvent être volatiles, qui crée des vrais mouvements de panique. Mais un particulier qui n'a utilisé que de l'argent, qui peut se permettre de perdre, il faut pas qu'il panique. Il faut surtout pas qu'il panique. Merci en tout cas, John. Je sais que tu dois nous quitter. Merci beaucoup. On a fait une belle transition Merci, entre John. les NFT et la crypto. Merci beaucoup. À bientôt. Ouais, ben en fait, alors déjà, je veux pas minimiser ce genre d'histoire personnelle parce que c'est des drames. Ouais. Et je Oui. souhaite à personne. En même temps, on avertit tout le temps. Hein, faut miser que ce que vous êtes prêt à jouer. C'est un investissement, donc il y a des risques. Il faut être raisonnable et raisonné quand on apprend. Et après, quand on prend son risque, il faut comprendre ce qu'on prend. Donc c'est pour ça que, de toute façon, le crédit pour un investissement, moi, je le conseille quasiment jamais, sauf si c'est de l'immobilier. Donc, je suis très Je traditionnaliste. suis hyper d'accord avec toi. En fait. Achetez-vous un toit, limite, même si c'est une connerie et tout, machin, mais faites un crédit pour ça et pas pour autre chose. Au moins, vous avez un bénéfice net qui est vous avez un toit. Maintenant, faire du crédit pour faire des investissements en crypto, mais jamais. Mais genre, Disons, quand c'est juste ton jamais. métier, tu sais ce que tu fais. Et encore, Ouais. il y en Et a Mais du coup, encore. on parle pas d'investissement, on parle de trading. Du coup, c'est vraiment deux Ouais, facettes quand différentes tu- à voir effectivement Ouais, sur les cryptos. et encore, je veux dire, le trading, c'est pour les traders. Et 80% des gens qui sont sur la plateforme de Binance ne sont pas des traders. Donc, on va pas commencer à se prendre pour des traders. Le trading, c'est une activité professionnelle dont même moi, je ne suis pas trader. Et j'en ai pas la prétention. On peut connaître très bien une technologie et pas connaître tous les aspects d'une manipulation de plateforme. Moi, j'ai plus un profil de holder. C'est-à-dire qu'en 2017, je me suis, comme John l'a dit, C'est ça. je me suis fait raser. Ça fait que 5 ans que, Voilà. que tu t'intéresses aux crypto et tu es le patron de Binance France. Ouais. C'est une belle histoire quand même. C'est une histoire assez fantastique. C'est ouais. une histoire assez folle quand même. En 5 ans, t'as connu Binance en tradant ou... J'ai connu Binance le premier jour de sa création. D'accord. J'ai hésité à l'époque sur le channel Telegram à contacter Sisi pour traduire le site en français. Je le voyais sur le channel Telegram, il était là tous les jours. Ouais. Et je l'ai fait. Il m'a relié vers le service marketing et j'avais pas continué. Purée, je suis bête. Et du coup, on s'est retrouvés 2 ans après à la Paris Blockchain Week quand Binance était venu parce que Binance, ça fait longtemps en fait qu'on regarde la France. Ouais. On s'est retrouvés lorsque Notre-Dame brûlait. Moi, j'avais fait une opération de don caritatif pour Notre-Dame où on avait récupéré à peu près 120 000 euros. Et Binance nous avait rejoints et avait mis au pot. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Après, je les ai aidés en étant Binance Angel volontaire. Ça me dérangeait pas. Et puis, je trouvais ça bien. Et au bout d'un moment, au bout d'un an, 1 an et demi, 2 ans, l'opportunité est arrivée de rejoindre les équipes et d'être l'employé 1 chez Binance en France. Donc, je l'ai prise. Oui, c'était un truc. J'imagine bien. Et j'étais terrorisé. Ouais. J'étais terrorisé parce que je disais mais c'est pas possible. Enfin, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Et j'ai bossé d'acharne-pied. Et le principe, c'était vraiment d'éduquer la communauté, de leur montrer un peu les possibilités, mais tout en étant raisonné. Et la BSC est sortie. On a eu beaucoup d'éléments très intéressants à faire. Et c'est un travail qui est passionnant parce qu'on est en train de construire quelque chose d'assez unique. On a vu ces jours derniers, effectivement, vous avez eu énormément de succès sur Vivatech. On parle de Rockstar, etc. Aujourd'hui, moi, ce que je trouve intéressant aussi dans ton discours, c'est que faire de l'argent avec la crypto, c'est une chose, s'enrichir, spéculer, tout ce qu'on veut. Mais tu parles beaucoup de construire aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose dans le milieu des startups dans lequel on est aujourd'hui. Il ne faudrait pas que les startups oublient de construire. C'est-à-dire, on ne fait pas une startup juste pour s'enrichir. C'est un effet de bord, on va dire. Il n'y a pas de presque. valeur s'il n'y a pas de construction. Donc, Exactement. c'est Et en simple. quoi, justement, la blockchain, la crypto, peut aider à la construction, justement, de choses? Alors, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, la blockchain, elle permet. Alors, la blockchain, c'est un transfert. La promesse de la blockchain, c'est un transfert de valeur virtuelle. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des éléments physiques pour transférer la valeur, décentralisée, donc sans forcément de type de contrôle. Et ça permet beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les plateformes ici qui sont sur le Web 2 utilisent des intermédiaires pour leur paiement, pour leur système d'information. Et t'as beau avoir un écosystème Web 2 florissant,
qui fait de la transmission de l'information, je vais me faire énormément d'ennemis là. Mais Google, Facebook et toutes les têtes, leur business model, c'est de l'advertisement et de la capture de data. Ah, tu te feras pas d'ennemis en tout cas dans notre communauté, on est au courant. Hein. Donc en fait, c'est des régies pubs. C'est des régies pubs qui capturent vos datas et qui les utilisent à votre bon escient pour vous vendre du coca. J'en bois, donc des fois ça m'arrive. Pepsi, Orangina, Sprite. Voilà, pour à partir du moment où on a dit 3 marques, c'est plus de la pub. Voilà, et pour moi, en fait, là, on est en train de révolutionner le transfert de valeur, qui est un élément quand on fait un service virtuel qui arrive. Ça va être bête, mais pour les jeux, et les jeux, on y passe du temps, et surtout une communauté de Twitch qui fait que ça. J'y joue aussi. On ne peut pas vraiment valoriser notre expérience de jeu, alors que pourtant, il y a une culture qui est derrière. Donc comment on fait pour passer cette étape-là qui est on a réussi à transférer de l'information, on a réussi à créer des services on top de ces transferts de l'information, mais la valeur, on utilise des services très centralisés, des intermédiaires, des PayPal, des choses comme ça, pour créer du paiement. Après, j'ai envie de dire le discours crypto-enthousiaste, crypto-bro et crypto-sceptique, il est sain aussi. Il est sain, il ne faut juste pas, dans un sens comme dans l'autre, que ça parte dans des outrances. Savoir s'écouter aussi, c'est le problème. France, hein. Voilà, mais le problème, je pense qu'il vient aussi du journalisme, dans le sens où on va faire plus de clics quand on va parler des outrances de la crypto, des outrances des NFT, qu'on rentre dans les NFT avec des singes ou à des cryptos avec des fortunes ou des malfortunes énormes, plutôt que d'en parler d'une manière, on va dire, plus apaisée. Et peut-être un peu plus consciente, quoi. Mais encore une fois, le résultat vient par l'éducation. C'est-à-dire que si tu éduques tout le monde, tu as moins de dérives. Et après, moi, je me rappelle du sujet, je sais pas si tu te rappelles, il y a eu un mec qui avait acheté un terrain à côté du terrain de Snoop Dogg dans le métaverse. Oui, ça me rappelle quelque chose. Tous les journalistes avaient posé cette question qui est mais pourquoi il a fait ça, mais est-ce qu'il a gagné son coup, est-ce que son investissement va être rentable, etc. Et en fait, moi, ce que je répondais, c'est à partir du moment où vous êtes tous en train d'en parler, ça a été rentabilisé. Ben, clairement. Donc en fait, c'est bête comme ça. C'est l'expérience et l'éducation qui va amener le débat à s'élever un peu. Après, comme tout débat, dès qu'il y a des outrances, c'est pas bon. Mais je veux dire, c'est même pas un débat crypto, c'est des règles de débat. Et en France, on adore les débats. Ah, mais oui. Si on pouvait couper les cheveux en quatre pendant toute l'après-midi, on le ferait. Maintenant, moi justement, c'est amener plus cet écosystème à aller dans de l'exécution. Nous, Binance, c'est 98% d'exécution, 2% de stratégie. On passe notre journée, on sait très bien ce qu'on doit faire. On a 100 000 trucs à faire. Le plus important, c'est de trouver les 3 les plus pertinentes et les plus rapides à résoudre. Et c'est cette matrice de efficacité, qualité qui fait que tu avances ou que tu n'avances pas à une vitesse optimale. Alors, on va faire un petit message parce que là, 500 postes créés en France. Vous êtes en recrutement ou les 500 postes sont pris? On peut peut-être le dire à notre public s'il y a des gens... Est-ce qu'il y a un mail où il faut écrire avec son CV Alors non, mais on a un job board. Un job board, tu tapes Binance Job sur Google, tu le trouves direct. On est en train d'ouvrir les postes. J'ai beaucoup de job description à écrire. Et bien sûr, ravi de recueillir toutes les candidatures. Alors, juste un petit commentaire, on ne fait pas d'alternance pour le moment parce que je reçois beaucoup de personnes qui me le demandent et c'est génial de venir me le demander, il n'y a aucun problème. Malheureusement, j'ai pas encore le setup pour, on vient de s'implanter donc il faut juste que je commence à vraiment mettre en cadence. Mais on est ravis d'avoir des profils. Nos vraiment verticales vont être vachement sur la compliance en ce moment parce qu'on doit continuer à monter à ce niveau-là et l'éducation, développement, on est en train d'y arriver tout doucement. C'est très bien. En tout cas, moi, je ne sais pas ce que tu en as retenu, mais l'intervention de John, la tienne. Tu me dis si je me trompe, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans Web3. C'est le mot réappropriation. Que ce soit dans les cryptos, que ce soit dans les NFT. Tu parlais tout à l'heure, effectivement, de ce qu'on appelait autrefois les GAFAM, qui, quelque part, sous ce que j'appelle le hold-up du web gratuit, finalement, nous ont piqué peut-être pas notre argent, mais une partie de nos libertés, de nos données, et que, on va dire, dans les côtés positifs du Web3, de la crypto, des NFT, il y a cette idée de réappropriation qui me paraît intéressante et à creuser, quoi. Ouais, et après, il faut pas être innocent, hein. Tu sais, quand tu parlais de l'utilité des NFT, de certaines dérives, etc.,
Moi, je suis allé à Art Basel une fois, j'y suis allé, j'invite tout le monde à le faire une fois, c'est gratos les tickets. Bon, c'est un petit voyage sympa avec sa femme. En plus, si vous aimez l'art contemporain, c'est magnifique. Par contre, ce qu'il y avait dedans, 80%, je peux le remettre en cause. Hein. Donc on va pas juger une vague ou une capacité technologique juste à son contenant et à dire ah bah vous avez vu ce NFT, ça ne devrait pas exister. Oui. Quand on voit ce que l'art est capable de proposer même dans le réel, des fois il y a des trucs on peut les remettre en cause et en question. Moi dans ma tête, l'histoire c'est comment on développe un secteur de technologie et surtout la question qu'on a à se poser nous, c'est qu'est-ce que la France elle a comme rôle à jouer? Est-ce qu'on va pas rater le train une seconde fois? Ce serait quand même dommage, je le laisserai pas faire. Ouais. Et c'est intéressant que tu dises que la France est un pays intéressant, parce que moi, on a cette vieille vision de la France, pays des bas de laine et du compte épargne, du crédit. Non, elle est récente cette vision. Ouais. Moi, si tu veux, la vieille vision, c'est celle de mon père, qui était dans l'aéronautique, d'accord, qui a été à la création d'Airbus, qui a créé Ariane, le Concorde, de la 320 à la 380, tous les hélicos. Il y a 60 ans, on était vachement plus innovants qu'avant. Hein. Que maintenant. Oui. Donc en fait, on doit récupérer cet esprit. On doit récupérer cet esprit parce qu'on arrive à un tournant historique, l'histoire se répète, hein, les amis. Donc la France doit rejouer ce jeu de l'entité au milieu qui dissipe un peu les haines et calme un peu les foules et propose une alternative. C'est, si tu veux, moi j'aime bien le fait que paradoxalement au rêve américain, le rêve américain c'est tout le monde peut réussir si tu donnes énormément de boulot. Tu vas pouvoir peut-être rejaillir et tu seras un gagnant. Le problème de ça, c'est que quand tu as des gagnants, ça veut dire que tu as des perdants. Et les perdants méritent de perdre. C'est un peu bizarre. En France, le système est un peu plus stabilisé. Tu peux toujours réussir à gagner. La Startup Nation en est une émanation. Mais la société, pour moi, et ce n'est que mon avis, repose sur un principe simple qui est, quel que soit ton niveau, tout le monde a le droit d'être heureux. Oui. Alors, ça fait qu'il y a des ascenseurs sociaux qui sont quand même durs à péter, il y a des plafonds de verre à exploser, et ça, je serai toujours là pour essayer de les exploser, mais au moins, on a un niveau de bonheur général qui est un peu plus haut que dans un système ultra-capitaliste. Et ça, j'ai envie de le promouvoir. Eh ben, écoute, il reste encore quelques questions. Est-ce que tu veux qu'on les let's go sur les questions du chat. Let's go. Typiquement, il y avait une question. Est-ce que Binance propose un service pour faciliter sa déclaration de revenus? J'imagine que c'est un peu en lien avec l'Upsun, justement, parce que je sais qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Oui, alors c'est quelque chose. Alors, on a deux niveaux à cet endroit-là. C'est qu'il va falloir aussi amener l'État français à changer sa définition et la façon dont on doit déclarer les taxes. Donc, c'est mon prochain chantier personnel et avec Binance pour moi c'est le meilleur coup marketing aider à avoir une imposition un peu plus sympa donc on va discuter on va travailler sur ce sujet parce que je trouve que c'est pas assez c'est un peu encore à évoluer et le deuxième sujet effectivement ça va être de développer des outils in-house ou de proposer des solutions tierces. On avait fait un premier webinaire sur le sujet, on va certainement le renouveler à ces niveaux-là. Et sinon, j'avais aussi une question. Tout à l'heure, on parlait du coup de jeux vidéo, justement, avec les cryptos. Et c'est quoi la plus-value du coup des cryptos par rapport à un sponsoring plus classique? Et qu'est-ce qu'un sponsoring plus classique peut pas faire concrètement? Alors, déjà, enfin, dans un jeu vidéo, on n'apportera pas je pense, des fonctionnalités augmentées aux jeux vidéo, etc. Mais par contre, le principe, alors. Moi, je suis un très gros joueur de cartes à jouer. Et je l'ai été quand j'étais adolescent. J'adorais Magic. J'ai une petite réserve de Pokémon, mais que j'avais acheté quand j'étais gamin. C'est-à-dire que le Tortank première édition est chez moi. Mais genre, quand j'étais gamin, l'état doit être pourri. Et en fait, le problème des jeux type Hearthstone, de cartes à jouer ou même de personnages dans Warcraft et tout, c'est que c'est pas liquide. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fini, moi j'ai décroché d'Hearthstone parce que c'était 4 heures par nuit et je me disais mais non David tu vas jamais y arriver le problème c'est que quand tu ressors de jeu tu peux pas sortir tes assets et les utiliser dans un autre. Tu vois, le réel, ce qui est bien, c'est que le réel, c'est asynchrone. Le réel, quand tu as des cartes à jouer physiques, tu vois, au pire, tu les revends, tu achètes une voiture et tu vas rouler. On disait ça avec John, tu achètes une armure dans World of Warcraft, si Blizzard arrête World of Warcraft, ça, tu l'as perdu. Quoi. Ou même si toi, t'arrêtes. Si toi, t'en as marre et que tu as envie d'aller valoriser cette expérience ailleurs, tu vois, d'utiliser ça comme un skin sur Fortnite, comme un truc, enfin, comme dans la vie réelle, tu vois, t'achètes un smoking pour une soirée, t'as fini la soirée, est-ce que tu irais pas l'utiliser dans un autre contexte? Bah ouais. Et donc tu vois, le problème c'est que le virtuel aujourd'hui il est très uni-protocole.
Mais ce serait quoi l'intérêt de Blizzard d'autoriser du coup de pouvoir, parce que là du coup on reparle un peu plus NFT, par exemple Ubisoft qui fermait énormément ses NFT avec Ubisoft Quartz, c'est quoi l'intérêt de Blizzard du coup de faire quelque chose d'ouvert dans le cas d'Hearthstone? T'imagines quand tu sors un nouveau jeu et que tu touches déjà la communauté précédente d'un autre jeu, grâce à ses assets, elle a un intérêt à migrer puisqu'elle commence pas de zéro, elle peut s'amuser, etc. Mais ça resterait du coup dans les éditions de jeux Blizzard, typiquement. Pourquoi pas, tu vois? Ouais, mais du coup, c'est ça le truc, c'est que du coup, ça sera quand même toujours un peu fermé, et donc c'est pas forcément très différent de Steam, Alors, etc. Fais preuve d'abstraction, parce qu'en fait, là, tu vois, on fait les choses par étapes. C'est-à-dire que moi, je suis pas capable de te donner la version finale de comment serait un jeu demain. Moi, ce que je te dis, c'est dans un monde ouvert, avoir les capacités d'ouvrir, tu vois, des objets à d'autres jeux vidéo, entre jeux vidéo, ça peut être intéressant. Alors, ça peut être intéressant que dans un seul et même studio, mais les studios, tu sais, des fois, ils se rachètent, ils se combinent. Donc, tu vois, des objets d'un studio indépendant peuvent faire un partnership avec un autre studio. Enfin, on l'a prouvé, hein, l'économie. Dans l'économie, ce qui circule donne plus de valeur. Ouais. Et en fait, c'est la demande aussi qui va créer... c'est-à-dire que peut-être que Blizzard n'a pas intérêt aujourd'hui, mais sous la demande des joueurs... Mais demain, peut-être que si, peut-être, en fait. Effectivement, et à la fin de la journée, tu sais, moi j'ai un choix simple, et je le dis souvent maintenant, et je commence à le dire de plus en plus. Moi, je considère que j'ai pas de rapport client-vendeur chez Binance. Et je considère qu'une banque ou même des éditeurs de jeux vidéo ne doivent pas avoir ça. En gros, quand j'ai un client qui va être chez moi pendant 5, 10, 15 ans, c'est pas un client. C'est une communauté. Tu vois, quand une banque refuse le projet d'un boucher de crédit, c'est pas le boucher qui est directement impacté seulement, c'est toutes les personnes qui pourraient acheter des steaks dans le coin, ou même le vendeur de légumes bio. Donc en fait, pour moi, ce niveau-là, tu vois, il faut avoir un rapport communautaire avec ses clients. Donc ce que les clients veulent, il faut l'apporter. Client et roi. Et tu gagneras. Non, alors, c'est pas ça. La communauté est reine. Oui. On agit pour la communauté. Le client n'est pas roi. Non, stop. Ça, le client, il a des droits et des devoirs. Il n'est pas roi. Par contre, la communauté, on agit pour elle. Tout à fait. Néanmoins, dans le chat, restez calme. Hein. Vous pouvez aussi vous faire censurer. Hein. En tout cas, David, un grand merci. Tu nous as accordé beaucoup de temps et je sais que tu es très occupé, très demandé. Plaisir. En tout cas, c'était cool. C'était cool de parler de ça. Je pense que c'est des sujets, et comme tu l'as très bien dit, il y a besoin d'éducation, il y a besoin d'en parler. Il y a des choses très bénéfiques comme des choses très pas bénéfiques. Tech for good, tech for bad. Toute technologie est un couteau à double tranchant. On le vit, on le voit en ce moment. Hein, les cryptos, c'est facile de les décrier aujourd'hui et de dire que c'est super quand c'est haut, mais c'est intéressant de dire que c'est super quand c'est bas aussi. Je trouve ça intéressant. Dans ces périodes-là, c'est là où on rencontre les meilleurs profils. C'est clair. C'est clair, et on rappellera quand même le mot de la fin. Tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. Hein. N'oubliez pas ça. Ça devient négatif, là, bon, je suis pas sûr que c'est compliqué. Ouais, bon, après, oui, quand ça va vraiment à zéro. Mais bon, on va peut-être pas parler dans ce débat, on va passer pour des crypto-bros et tout. Grand merci, bonne journée, David. Merci Très beaucoup. bonne journée, merci, merci.